Merci Madame la Présidente. Dans ce moment de crise aiguë que traverse le pays, le continent et le monde dans son ensemble, nous sommes, nous députés insoumis et insoumises, plus que jamais déterminés à faire œuvre utile, en servant l'intérêt général, par la vigilance constante que nous maintiendrons et par nos propositions de mesures urgentes et durables à prendre en matière sanitaire, sociale et démocratique. Notre soutien à des mesures allant donc dans le sens de l'intérêt général et de l'efficacité de la mobilisation n'est pas inconditionnel et acritique. Ce serait faire injure à notre fonction. La crise actuelle ne met pas la démocratie entre parenthèses. Au contraire, nous croyons qu'elle exige plus de démocratie dans la mesure où nous avons besoin de l'adhésion, de l'implication constante de tous et toutes, de l'intelligence collective du grand nombre pour venir à bout de l'épidémie et reconstruire sur de nouvelles bases le monde d'après. Reconstruire commence maintenant dans le contenu des réponses et la manière dont nous allons les mettre en œuvre pour apporter la plus grande protection à l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes. Protection des personnes. Il faut penser à l'ensemble de la population continentale, mais aussi outre-mer. Pour les personnes en soins, celles qui les soignent. Et notre sécurité sanitaire n'est réelle que si celle des plus vulnérables l'est aussi. Il est donc impératif de lutter contre toutes les formes de précarité et de violence qui touchent ces mêmes personnes. Je pense aux femmes en première ligne pour affronter l'épidémie et qui, confinées, courent le risque de violence accrue. Aux enfants, notamment les enfants placés et les mineurs isolés. Je pense aux personnes en situation de handicap, les personnes enfermées en prison et en centre de rétention administrative, dont plusieurs associations de défense des droits humains appellent la libération. Il s'agit aussi d'insister et d'être vigilant sur la protection des salariés. Le confinement est l'un des outils jugés le plus efficace pour stopper la propagation du virus. Un maximum de personnes doit rester confirmé. La règle, selon nous, ne peut être qui peut travailler de chez soi et qui ne peut pas. Parce que la division actuelle entre les tâches pouvant être effectuées en télétravail ou non recoupe en grande partie des divisions entre emploi de bureau et emploi manuel, emploi bien rémunéré et emploi précaire ou dévalorisé. C'est injuste et constitue un risque pour tous et toutes. De notre point de vue, seules les personnes dans les emplois stratégiques à la lutte contre la pandémie et ne pouvant travailler chez elles doivent se rendre sur leur lieu de travail. Alors il s'agit de protéger ces personnes impliquées dans les métiers essentiels. Et pour nous, la règle doit être un ou une salariée, un test, un masque, des protections maximales. Les emplois stratégiques sont particulièrement à risque à travers les déplacements et les pratiques professionnelles qui exposent constamment à la contamination. Soignants et soignantes, infirmiers et infirmières, médecins. Également, je pense aux membres de la réserve sanitaire qui attendent de pouvoir relayer leurs collègues. Il faut penser également aux assistants et assistantes à domicile, aux sages-femmes, les caissiers et caissières, personnel de ménage, agents et agents de sécurité, tous ces personnels des hôpitaux, de la grande distribution, des transports, des EHPAD, les éboueurs et éboueuses et les agents des services publics essentiels. Les masques, gels, hydroalcooliques et tests manquent. Il faut une mobilisation des outils de production pouvant aller jusqu'à la réquisition pour les fournir à ces salariés. Elles et ils doivent aussi pouvoir s'organiser collectivement pour déterminer les meilleures modalités de travail en ces périodes d'extrême contrainte et aussi de protection parce qu'elles et ils connaissent le mieux les process de production les plus protecteurs. Leur statut doit être garanti, soit par la titularisation des trop nombreux et nombreuses contractuels de la fonction publique, y compris hospitalière, soit en étant intégrés au groupe donneurs d'ordre. Je pense par exemple au personnel en sous-traitance dans les services. Pour les métiers non essentiels, la règle est le confinement et la garantie des droits. Il faut aussi penser à veiller à ce que les employeurs et employeuses qui continuent leur activité non essentielle au détriment de la santé des travailleurs et travailleuses soient sanctionnés. Il faut garantir le maintien à l'emploi et aux revenus, et pour celles et ceux qui ne sont pas en emploi et en recherche d'emploi, leur indemnisation à un taux maximal. Et bien sûr, il y a la question, justement, à laquelle il faut répondre rapidement, qui détermine justement les secteurs essentiels à la lutte contre la pandémie et ceux non essentiels. Troisième point, la protection démocratique. Maintenir un contrôle parlementaire de l'exécutif en encadrant ses pouvoirs qui ne doivent s'exercer que par nécessité et avec proportionnalité est impératif. L'inclusion des représentants et représentantes de la société civile, associations, organisations syndicales et des personnes touchées dans la prise de décision est pour nous aussi une dimension importante. Comme le rappelle un collectif travaillant sur les enjeux de santé publique et de droits humains, dont des membres de l'Observatoire de la transparence des médicaments, l'histoire des 30 dernières années, notamment dans la lutte contre le sida, montre à quel point cette inclusion est essentielle pour des réponses efficaces à une épidémie.
Elle compenserait par ailleurs les défauts de culture de santé publique qui se manifestent souvent dans plusieurs signaux contradictoires ou décisions prises. Enfin, la garantie des droits des citoyens et des citoyennes. Nulle part, sous aucun prétexte, les droits des citoyens et citoyennes, notamment celui à la sûreté, ne peuvent être bafoués au motif de faire respecter un confinement qui ne justifie ni les discriminations sociales, raciales, ni les violences institutionnelles. En réalité, dit le sociologue Frédéric Lordon, une pandémie du format de celle d'aujourd'hui est le test fatal pour toute la logique du néolibéralisme. Elle met à l'arrêt ce que ce capitalisme demande de garder constamment en mouvement frénétique. Elle rappelle surtout cette évidence qu'une société étant une entité collective, elle ne fonctionne pas sans des constructions collectives. On appelle ça usuellement des services publics. Les mesures que nous prenons aujourd'hui vont déterminer le monde d'après. Elles ne doivent pas seulement répondre à une crise conjoncturelle, mais adresser ses causes structurelles, sociales, économiques, écologiques. Notre boussole dans la tourmente reste la perspective, l'exigence de changer ce monde en perdition, le faire radicalement bifurquer pour aller vers de nouveaux jours heureux et retrouver le goût du bonheur. Alors, je crois qu'il y a deux niveaux de discussion. Le premier, sur ce qu'on considère être l'activité économique indispensable à la continuité économique de la nation dans le cadre d'une crise, comme ça a été dit, inédite, sanitaire, et où le choix qui a été fait maintenant, c'est que seul le confinement total permettrait d'arrêter la propagation du virus et de pouvoir à un moment donné, prendre en charge les malades. Donc la première question, c'est ça, parce que si on dit un certain nombre d'activités économiques sont nécessaires parce qu'en fait, il faut maintenir une activité économique, pas vraiment en déterminant qu'elles sont indispensables à l'activité de la nation. D'ailleurs, nous pensons qu'il faudrait le définir clairement. Ce qui doit être indispensable aujourd'hui, c'est à la lutte contre la pandémie. Et donc, cette lutte-là, elle doit permettre les besoins fondamentaux basiques. Et donc, on organise et l'État prend en charge la majeure partie de cela. Et ce qui n'est pas pris en charge par l'État doit faire l'objet d'une protection. Et c'est dans ce cadre-là qu'on dit que, dans ce cas-là, il faut s'assurer que tous les salariés soient protégés. Et tout le reste, on assume de mettre à l'arrêt un certain nombre de secteurs parce qu'on fait aussi le choix de le compenser et on met l'énergie et les ressources collectives pour le compenser pour les secteurs économiques privés. Et je pense que c'est là où il y a un problème fondamental et c'est pour ça qu'il y a eu cette contradiction et à nouveau ces discours extrêmement contradictoires où la ministre du Travail... Alors, il y a aujourd'hui des discussions de négociation, mais l'effet, je vous assure, est extrêmement négatif d'entendre dire que, en gros, rentrez chez vous et ensuite allez bosser. Et que ceux qui ne vont pas bosser aujourd'hui, ils font du défaitisme, c'est voilà, presque des traîtres à la nation, etc. C'est pas possible. Donc, il faut assumer le fait qu'aujourd'hui, celles et ceux qui doivent être protégés correctement et sur les lieux de travail quand c'est nécessaire, ce sont ceux qui permettent de lutter contre la pandémie. Et uniquement cela, et on définit cela, et tout le reste est couvert par les ressources collectives et par les ressources de l'État. Et je pense que ainsi, on s'évitera, y compris voilà, de perdre du temps et d'exposer des gens à la contamination et de ralentir le processus de fin de la pandémie. Oui, merci Madame la Présidente. Alors c'est un amendement qui concerne les Outre-mer, j'en parlais dans la discussion générale, et qui vise à permettre que le ou la représentante de l'État territorialement compétente soit habilitée à prendre dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles pour la santé de la population. C'est aussi l'occasion d'interpeller sur la protection sanitaire due à l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes, et notamment dans les territoires d'outre-mer, et pour lesquels la réponse et la réaction a été de dire de nombreuses alertes qui sont parvenues, trop lentes, et donc pour lesquelles il faut absolument se mettre au diapason de la célérité nécessaire pour faire face à la crise. L'état d'urgence sanitaire proposé au vote vise à créer un nouveau statut en droit français donnant de larges pouvoirs au gouvernement, notamment en matière de restriction des droits et libertés constitutionnellement garantis. Et nous voulons donc renforcer les garanties démocratiques de cet état d'exception pour faire en sorte que l'état d'urgence soit par principe déclaré à la suite d'un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, autorisant le gouvernement à déclarer
cet État. Un vote qui pourrait également avoir lieu par la réunion d'un quorum représentatif des forces à l'Assemblée nationale et au Sénat ou dans l'une des deux assemblées. Cet État nécessite un vote du Parlement 12 jours après son entrée en vigueur pour être renouvelé et non pas un mois. Puis tous les 12 jours après sa prolongation, ce qui aligne sur le régime de la loi de 55, et que soit créé un comité parlementaire de suivi permanent, composé de parlementaires dès le déclenchement de cet État, et que soient intégrées des mesures de sécurité démocratique présentes dans l'avis du Conseil d'État concernant l'information sans délai des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire. Il a bien été dit que nous aurions le temps de revenir et de préciser, mais il nous semble que si on donne de tels pouvoirs immédiatement pour agir dans l'urgence, il faut promptement les encadrer et maintenir ce contrôle parlementaire et ces garanties des droits démocratiques dès leur application, une fois la loi votée. Voilà pourquoi il nous semble que cet amendement doit être adopté. Madame la Présidente, alors il s'agit d'un amendement qui vise à élargir en fait le champ de liaison du comité scientifique pour pouvoir se servir de toutes les compétences qui existent aujourd'hui dans la société civile et dans les différentes organisations qui sont investies sur la question des droits humains, sur la question y compris des interventions sanitaires et sociales. Et nous considérons avec d'autres qu'il faut une réelle complémentarité entre les institutions scientifiques, sociales, spécialistes de droit et de santé. Et par ailleurs, nous pensons que les représentants et représentantes des usagers et usagères du système de santé doivent pouvoir être représentés, ainsi que le défenseur des droits qui pourra apporter une expertise essentielle en matière d'accès aux droits. C'est notamment sur une sollicitation de collectifs investis dans l'Observatoire de la transparence des médicaments que nous posons cet amendement. Et il s'inspire aussi de l'expérience d'une population malheureusement aguerris à la question des pandémies. Ce sont les malades et les associations qui ont accompagné les malades du sida et qui ont développé des formes de solidarité et d'auto-organisation dont nous pensons que la réflexion scientifique et politique pourrait s'enrichir en étant intégrée au processus d'échange et de décision du comité scientifique. Voilà le sens de notre amendement. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Défavorable, parce que l'alinéa 33 renvoie au domaine réglementaire la nomination des personnes qualifiées. Cependant, je vous rejoins sur le fait qu'on a besoin d'être informé sur la composition de ce comité. Et je rappelle, j'attire votre attention sur le fait que plusieurs personnalités de ce comité la nomination de plusieurs personnalités de ce comité sont prévues par la loi. Le président est nommé par le président de la République, un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale et un autre par le président du Sénat. Je vous remercie, Madame Obono. Oui, mais cet amendement, il vise justement à enrichir un peu et à voir pas simplement le processus de nomination, mais la qualité des personnes, puisque ne serait-ce qu'en matière scientifique, sur des questions d'épidémie virale, on l'a vu dans la difficulté d'appréhender, par exemple, la réaction des populations vis-à-vis des consignes, des questions de santé publique, etc. Il y a besoin d'avoir une approche qui n'est pas, on va dire, d'une science purement médicale, par exemple, mais aussi de sciences sociales sur comment on appréhende la réception par telle ou telle catégorie, y compris en fonction des catégories sociales, qu'on soit salarié de tel ou tel secteur. On ne va pas avoir les mêmes possibilités et la même liberté de pouvoir faire un certain nombre de choix. Bref, il nous semble qu'il faut avoir une approche extrêmement fine et la dimension des collectifs de publics qui ont été affectés, qui sont encore affectés et qui ont développé une expertise, là aussi, par exemple, sur la question des solidarités, comment on organise des solidarités dans un contexte où le contact physique est proscrit, ou un certain nombre de contacts physiques ou d'échanges. Je crois qu'il y a là vraiment une réflexion et des apports qui vont être utiles, qui sont aujourd'hui extrêmement nécessaires pour la suite. Et voilà pourquoi je crois que cet amendement ne peut pas être juste renvoyé à un décret.
Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je n'aime pas la métaphore de la guerre, parce que je pense que ça ne s'y prête pas. Il y a besoin, on est dans une crise, des difficultés, il y a plus besoin d'apporter du soin que de faire la guerre. Mais si on l'utilise, alors il faut l'utiliser en connaissance historique. Parce que lors des derniers conflits mondiaux qui ont secoué notre pays, la dernière guerre mondiale, au sortir de cette guerre-là, il y avait un pays à reconstruire avec, en termes y compris de force de travail, des générations qui étaient dévastées. Et il y avait, je pense, la volonté de tous et toutes aussi d'avoir une unité. Il y avait un conseil national même de la résistance qui avait constitué des gouvernements. Et qu'avons-nous vu? Des grèves, des mobilisations sociales, du rapport de force, parce que effectivement, non, l'unité et la cohésion qu'il y a à faire front commun vis-à-vis d'une situation particulière. Là, il s'agit du confinement et de pouvoir répondre et aider le service hospitalier à pouvoir répondre à la nécessité de soins, n'annule pas les rapports de force sociaux. Ce n'est pas vrai. Et on a eu la discussion tout à l'heure sur la question de ceux qui doivent aller sur leur lieu de travail parce qu'ils ne peuvent pas faire du télétravail. Et il y a une question de classe là-dedans. Donc ce n'est pas vrai que le fait de défendre l'intérêt général commun de tous annule les rapports de force sociaux. Et là, ce que vous introduisez dans ces habilitations et dans la remise en cause du droit du travail traduit en fait une vision sociale et l'idée que le dialogue social, il vient d'où? Il vient du rapport de force. On négocie parce qu'il y a une mobilisation qui est possible des salariés. Aujourd'hui, quelle mobilisation est possible des salariés? Alors, elle est possible sur les lieux qui sont ouverts. Oui, parce que les salariés commencent à se mettre en grève en disant non, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Mais autrement, vous n'avez aucun rapport de force qui amènerait une négociation. C'est comme ça, camarade Courson, et vous le savez très bien, dans l'histoire du 19e, du 20e et du 21e siècle, que les choses se passent. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une volonté de faire société, on n'a pas la volonté de défendre un certain nombre de choses, mais c'est la réalité des rapports de force. Et je pense que c'est une erreur de prétendre que ça n'existe pas et de faire passer par ces ordonnances, parce qu'en fait, vous remettez en cause la volonté commune d'avancer ensemble. Et je crois que, dans tous les cas, je ne crois pas que ça se passera de cette manière au sortir de l'épidémie. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais le défendre parce que je pense que c'est important de revenir là-dessus pour expliquer pourquoi est-ce que pour nous c'est vraiment un grave problème. Notre collègue Mathilde Panot l'a dit tout à l'heure. Là, il s'agit de permettre aux entreprises de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical. D'abord, cela a été dit parce que là, ça a introduit des dispositions sans qu'il y ait eu la moindre concertation, sans que, pas simplement le dialogue social avec les organisations syndicales, mais avec les salariés, elles et eux-mêmes. Et je pense que c'est d'abord cette voix qu'on doit entendre. Dans un moment où on demande en plus à une certaine partie de faire de grands efforts, et il a été dit que c'était temporaire, que bien sûr tout ça était fait dans l'urgence. On a l'expérience de mesures dites temporaires, qui d'ailleurs peuvent être prorogées, puisque ce dispositif d'état d'urgence peut être prorogé, et qui ont ensuite été introduits dans la loi, parce qu'on a considéré que finalement c'était bien pratique, et puis le temps de la reconstruction économique va être long, et donc il faudra de toute façon les utiliser, et puis ça devient la norme. Donc le caractère temporaire ne joue pas. Et par ailleurs, de notre point de vue, c'est ce que nous disions dans le débat depuis le départ, on a dit qu'il y avait un avant et après cette crise, y compris dans la manière dont on considère l'utilité sociale, l'utilité économique d'un certain nombre de secteurs. Il faut commencer à repenser de manière radicale la place, effectivement, des salariés, leur part, la part qu'ils ont aujourd'hui cruciale dans le fait qu'on puisse faire face à cette situation. Et du coup, comment on organise à un moment donné la répartition des ressources, qui produit la ressource vitale aujourd'hui, qui nous permet de tenir et qui va nous permettre de tenir dans la durée. Et donc, c'est toute cette réflexion aussi qu'il faut commencer à avoir. Et ce qu'on fait là détermine
comment on va pouvoir reconstruire par la suite. Et si vous introduisez là dès le départ des dispositifs qui vont contraindre et restreindre les droits sociaux des premières personnes concernées, vous déterminez par la suite que rien ne va changer dans le monde d'après, et c'est profondément problématique, non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour la société dans son ensemble. C'est un amendement qui propose en fait de reporter l'application. Alors excusez-moi. Voilà, de reporter l'application des ordonnances sur la justice pénale des mineurs, puisqu'il nous semble que c'est déjà un enjeu, je l'ai indiqué lors de la discussion générale, ça fait partie des populations qui sont particulièrement vulnérabilisées et précarisées en ces temps d'épidémie, de confinement, pour lesquelles il faudra penser un accompagnement spécifique dans le temps du confinement et de l'épidémie, mais aussi dans l'accompagnement. Par ailleurs, les difficultés remontées par l'ensemble des secteurs sur ce débat qui n'a pas eu lieu de fait, qui devait avoir lieu au printemps et qui n'a pas eu lieu du fait des événements, rendent de notre point de vue impossible une véritable mise en œuvre, et qui soit le produit d'un dialogue et d'un débat au sein avec les personnes concernées, les représentants des organes professionnels. Et donc il nous semble beaucoup plus judicieux de repousser la date d'entrée en vigueur. Je vous remercie.